Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour ceux qui ont vu passer le premier enregistrement de ce matin. Je me suis juste bien planté, hein, c'est une vidéo YouTube qui tournait derrière. Et je pensais pas que ça enregistrerait le son de ce truc-là. Puis comme j'avais les enceintes éteintes, moi je n'ai rien capté. Donc celle-là, je vais la faire un peu plus courte parce que j'ai pas envie de me taper 3 fois. Parce que je viens de faire la même en anglais, hein, donc là aussi avec la vidéo en fond. Donc il faut que je recommence les deux. Ce qui fait que je vais les faire un peu plus courtes, mais c'est comme ça. Donc d'abord, en préambule, pour remettre ce qui avait été dit donc dans l'autre, je vous rappelle que pour moi la semaine là aujourd'hui s'arrêtera mercredi, c'est-à-dire que à partir de jeudi, alors j'aurai peut-être le temps de vous faire une émission jeudi matin, mais honnêtement ça me paraît quand même compliqué, je ne vais pas m'engager là-dessus. Donc je prends l'avion jeudi, je décolle à midi, je dois arriver à 2 heures à Trudeau, donc à Montréal. Donc encore une fois, pour tous ceux qui sont dans le coin là-bas, normalement vous devriez déjà le savoir, mais si ce n'était pas le cas et que vous l'apprenez aujourd'hui, on peut s'y rencontrer avec le plus grand plaisir. Ça se passera via le Discord a priori. Ici, là, on avait donc créé ce petit canal Meeting Québec dans lequel vous pouvez nous retrouver si vous voulez aider à l'organisation de ce truc-là, voir où on en est, tout ça, tout ça. Voilà. Donc moi, je serai dispo normalement vendredi, samedi, dimanche et lundi pour vous. Je suis tout à fait comme d'hab disposé à passer plusieurs journées avec vous, pas juste un petit repas et une bière. Moi, encore une fois, je pars du principe que si je vais dans le pays du Caribou, je pense que c'est vous les plus placés pour faire découvrir votre joli petit pays. Donc si vous avez envie de passer un peu plus de temps avec moi et de me faire découvrir votre pays, c'est avec le plus grand plaisir que je le ferai avec vous. Bon vieux délire habituel, hein, on se le fait en partage de connaissances, c'est-à-dire que moi si vous me prenez, si vous partagez la connaissance que vous avez de votre pays, eh bien moi je le ferai avec grand plaisir de vous partager mes connaissances de trading en échange. Donc c'est vraiment un du donnant-donnant, et si ça vous envie de faire ça, à moi je le fais avec le plus grand plaisir. Euh, voilà, ceci dit, on part direct dans le vif du sujet. Alors si vous n'êtes pas sur Discord et que vous n'aimez pas Discord ou que vous n'y arrivez pas, hein, il y a toujours le mail contact@proindicatorz. Vous pouvez toujours me joindre là-dessus si vous voulez qu'on se rencontre là-bas. Il n'y aura aucun problème. Allez, Bitcoin, en daily on se fait chier, pas de grandes nouveautés, donc je vais aller direct à l'essentiel, rien à faire, trop tard pour trader des ranges, arrêtez de spéculer sur quoi que ce soit, soyez patient, si vous voulez vendre c'est encore possible, mais bon c'était vraiment là sur la zone rouge qu'il fallait le faire, je vais vous mettre en 2 heures. Pour moi la résistance c'est ça, le support c'est ça, donc tout simplement c'était vendre la zone rouge ici, sécuriser déjà son trade, et puis là maintenant c'est soit vous êtes déjà vendeur et vous attendez, si vous vous y remettez maintenant là c'est plutôt risqué, sachant que c'est double signal vendeur ici, double signal acheteur ici, pour moi les prix se compriment, donc il va y avoir soit une sortie directionnelle qui peut très bien être un piège, on peut très bien juste venir la POC, on déclenche les stops et on revient aussi sec. Donc voilà, moi je dirais tant qu'on ne tient pas les clôtures au-dessus de 7250, tant qu'on ne tient pas les clôtures en dessous de 5006, 5500, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison de flipper, donc ne réfléchissez pas trop, c'est peut-être juste la traversée du désert, et si c'est le cas, vous voulez certainement pas être en train de spéculer là-dedans, donc faites très attention à tout ça. C'est la même chose sur les Ethers, sur les Ripple, sur les marchés classiques. Cette semaine, dans le calendrier économique, il y a 2 ou 3 choses à noter. Donc les trucs qui vont être importants, c'est ça. Les auditions sur le rapport d'inflation demain matin sur le GBP, ça fera boucher notre GBP aujourd'hui. Enfin, du coup, on va dire demain matin, demain dans la journée. Et donc, on va avoir des premiers positionnements spéculatifs, je pense, aujourd'hui. On va voir ça. Mais bon, on verra qu'on est déjà positionné entre les deux. Donc, il n'y aura peut-être pas beaucoup de mouvements aujourd'hui, mais que demain avec le catalyseur. On verra tout ça. Évidemment, là, voilà, ça. Le PIB trimestriel révisé, on va voir si il est bien à 4% ou non. Donc on va voir ça, hein, mais c'est pas, je sais pas trop quoi en penser. On verra bien. Les promesses de logement, ça peut bouger, ça, parce que là, elles sont vraiment en construction, donc, enfin en baisse. Donc on va voir, mais bon, c'est pas voilà. Et les stocks de pétrole pour le WTI, dont on parlera, c'est un peu tout ce qu'il y a. Le reste de la semaine est complètement inintéressant, si ce n'est peut-être le PMI en Chine qui pourra être un petit game changer en fin de semaine et les IPC en zone euro. Mais ça, moi, je serai pas là pour le trader.
Allez, donc on y va, je pense qu'on va aller dans l'ordre et à l'essentiel, je couvrirai peut-être pas tout, mais voilà, pour moi les scénarios à mettre en place, US Oil, UK Oil, je m'attends peut-être encore à une petite poussée, du moins tant que cette ligne de tendance-là reste intouchée. Je vous explique comment je la construis, hein, tout simplement, je prends les deux bottoms, enfin je prends les deux sommets, voilà, ok, au niveau des deux bottoms, voilà, vous dites en gros je trace un canal, et je reporte le canal une nouvelle fois, voilà. Tant qu'on reste là-dedans, pour moi, pas trop de risques. Voilà, donc je mets la pression entre l'oblique baissière, l'oblique de support, et vous voyez, ça devrait comprimer. Et une fois qu'on casse une des deux, soit on vient chercher la zone où je veux vendre, soit j'ai un signal de vente en compression du triangle, et je jouerai le signal baissier. Les targets sont loin, hein. Là je vise au minimum du 58, voire peut-être même du 55 sur le Brent, donc à surveiller, mais pour l'instant, c'est bien ce que j'entends. Prendre en portefeuille, voilà. Donc pour l'instant vraiment là la patience, ah voilà, je sais pas pourquoi ça s'était décalé. Ok, donc pour l'instant la patience, j'attends un petit peu plus haut sur ce truc là. À comprendre cette semaine, la bonne vieille dynamique Eurodoll qui sera très difficile à piger, mais à suivre quand même. Savoir si donc on va vraiment enfermer tout ça en V-bottom en sachant que ces prix étaient complètement stupides encore une fois, mais on les a imprimés, bon bah pas de souci. Donc le truc c'est qu'il est normal, je pense qu'on se réinstalle au-dessus des 1,15 et éventuellement un petit pullback à 1,14 grand max. Mais voilà, moi tout ce que je dirais c'est maintenant si on considère ça comme étant un range, cette résistance, ce support, hein, un peu comme le Bitcoin, on risque de trouver quelques ventes ici et de revenir faire des petits pullbacks, mais les pullbacks seront probablement assez rapidement achetés. Moi je ne joue que les signaux acheteurs sur l'euro-dollar. Ce qui est contradictoire au fait que je vends l'euro-yen, mais c'est comme ça, hein, voilà. Donc l'euro-doll, je ne jouerai que les signaux acheteurs pour l'instant, ce qui fait qu'évidemment je reste vendeur pour l'instant euro-yen, mais je basculerai bientôt vendeur USD-yen, tout simplement parce que pour l'instant l'euro-doll, je pense que ça va s'installer dans un range, mais qu'à terme ce range on va le sortir par le haut, ce qui fait qu'il sera plus intéressant pour se poser et pour jouer le yen de prendre le dollar que l'euro. Scénario dont on va parler juste après. Donc l'euro-yen, ça a été revendu la semaine dernière parce qu'on est sur les zones qui m'intéressaient. Alors évidemment le marché est allé encore plus haut comme d'habitude pour faire chier le monde, mais c'est comme ça. Toujours plus haut, toujours plus con, toujours plus débile à Wall Street. Mais évidemment, même si on fout en l'air l'intégralité des marchés, encore une fois, ça c'est un bon gros mouvement, il y a du volume, il y a tout ce qu'il faut ici. Et on fait quoi? Un mouvement de retracement extrêmement puissant, sans le moindre volume, qui retrace plus que le mouvement baissier. Donc il va falloir m'expliquer comment un mouvement avec du volume peut être invalidé par un mouvement sans volume qui va plus haut. Si ce n'est tout simplement qu'ici on est dans un marché estival de débiles, que le market maker est tout seul et qui s'est donné à cœur joie de bouffer les stops des petits vendeurs qui s'amusaient avec des leviers là-dedans. Donc fallait laisser faire, moi ça me gêne pas plus que ça, on est carrément allé péter cette résistance là, moi je pensais qu'en cassant ça on s'arrêterait, ça n'a même pas été le cas, on vient chercher juste au-dessus de ça, il y a la possibilité carrément d'aller jusqu'à 130,24, hein, ça ne me surprendrait pas plus que ça, mais attention, je m'attends tout simplement, dès que ce machin là va vraiment se réorienter à la baisse, ça va retomber aussi sec et il ne faudra pas venir pleurer si vous avez acheté ce truc là. Donc petit à petit, voilà, sur les phases de baisse, et en fait tout simplement, regardez, voilà, si ça rebaisse, moi l'USD yen, l'euro yen, je vois pas, voilà, moins 6, moins 7, je pense qu'on ira difficilement plus bas que ça, alors que l'USD yen, là par le coup, j'ai des targets beaucoup plus ambitieuses sur les targets hebdo, hein, c'est-à-dire que là, au début, on fera peut-être les 6 et 7,5, les 6-7%, mais je m'attends à ce que le dollar yen, lui, il aille vachement plus bas que ça. Ici, mini, et ça fait un bon 15%, là où je vous dis, l'euro yen n'en proposera probablement que la moitié. Donc l'euro yen, intéressant, mais sans plus. L'USD yen m'intéressera beaucoup plus, en tout cas, comme paire face au yen, ce sera pour moi celle-là à mettre à profit. La UDNZD, rapidos, ça prend son temps, mais c'est en train de se stabiliser. Je veux un avalement haussier aujourd'hui, ou demain, c'est-à-dire aujourd'hui, si on reste là-dedans, c'est pas mal. Je veux surtout que maintenant qu'on n'aille plus casser les bottoms ici, c'est-à-dire que là, il faut vraiment que la zone des 1,09 reste reste maintenue sur des clôtures. Donc je veux pas qu'on aille là-bas, je veux plus qu'on y retourne, qu'on se stabilise et qu'on reprenne les cassures de résistance. On a formé une résistance du coup vendredi avec cette grosse mèche haute bien salace, confirmée au momentum. Je veux voir cette zone-là déborder pour donner un signal acheteur. Je vous rappelle qu'un signal acheteur, c'est soit un signal d'achat, soit la validation d'un signal de vente. Le problème, c'est que comme on est en breakout plus un pullback bearish ici, normalement, on est supposé aller plus bas et chercher un TP. Donc moi, maintenant, je voudrais vraiment qu'on invalide le break, qu'on invalide le bear, parce qu'encore une fois, si un breakout est suivi, c'est pas un synonyme de range, hein. Donc je veux vraiment que normalement, on n'aurait pas dû aller plus bas que cette target. On a eu une petite instabilité, enfin on a une instabilité politique en Australie. Donc je peux comprendre
comprendre qu'on se soit installé un peu plus bas, mais normalement, l'instabilité politique au regard de ce qui se passe depuis la structure hebdomadaire fait que quoi qu'il arrive, on doit normalement l'effacer et prédominer sur la tendance de fond. C'est-à-dire que je ne vois pas, même l'instabilité politique, comment on pourrait aller enfoncer les supports plus bas. Ça me semble être du bruit de court terme dans des tendances long terme que personne n'est prêt à lâcher pour si peu. L'USD CNH, ça c'était le trade de la semaine dernière, magnifique. Hein, voilà, en daily, la grosse bougie de vendredi, l'avalement baissier, l'enfoncement des supports, la clôture tout en bas, tout ce qu'il faut pour un beau trade. Donc là, je m'attends à ce que ça continue de se dégrader dans les prochaines semaines, à surveiller. Mais donc le trade est validé, les renforts seront pris à partir de maintenant sur tous les pullbacks qui peuvent être proposés. GBP USD, tiens, on n'en a pas parlé. Voilà. Donc le problème GBP USD, c'est que tout comme pour l'eurodoll, résistance là, hein, je pense, on va dire au moins ici, dans le système, voilà, moi je dirais même ici que c'est là, à partir de là qu'on commence à former vraiment des résistances. Bon, même si normalement c'est vraiment sur cette vague-là, on va dire voilà, résistance, support. Moi je pense que c'est plutôt acheteur, hein, encore une fois, mais il y a le risque que le bottom ne soit pas là. Il n'y a pas de signal pour confirmer ce bottom, il se produit sur des zones techniques, mais il n'y a pas eu le moindre signal, ni momentum, ni sine wave sur l'UT Daily. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est ce qui fait que je me dis, on peut peut-être aller plus bas, faire chier le monde. Donc le GBP, c'est soit le catalyseur fait chuter, soit le catalyseur valide le bottom. Dans ce cas-là, on va retraverser intégralement la zone de nœud, probablement pour revenir chercher des vendeurs là-haut sur le GBP. Honnêtement, moi, je ne sais pas. Donc impossible de mettre du levier à l'amont d'un catalyseur, donc quand on ne connaît pas. Donc je reste en levier spéculatif, le plus haut de mon levier spéculatif, mais je ne serais pas surpris de me faire péter un stop si ça devait casser plus bas. Voilà. Le gold et le silver, je reste à l'achat, aucun problème là-dessus. Les taux, je comprends pas ce qu'on fout ici, encore une fois. Ah ben voilà, tiens d'ailleurs c'est marrant, je vous l'ai fait l'émission ce matin, on était là tout en bas, là ça y est, on remonte, c'est à peu près normal. Enfin ce putain de TP, il est temps que les taux s'apprécient maintenant en zone euro. Là on commence sérieusement à être un peu craignos sur les échéances, donc il va falloir se bouger le cul de remonter en zone euro avant de se faire destroy le slibar. Par tout simplement un éclatement de la bulle de crédit, parce que je vous rappelle que c'est déjà ça, c'est brutal comme mouvement, hein. Bon, on en a déjà eu un là, donc c'est compréhensible, cette zone là est complètement crétine, mais voilà, bon, on est venu emmerder le monde encore une fois, tout ça parce que c'est toujours pareil, le marché fait l'opposé de ce qu'il devrait faire. On n'a rien à foutre sur des 0,30 sur les Bund. Et bien, on fait quoi? On vient y passer un temps fou, alors qu'on sait qu'on va finir là-haut. Donc, bon, enfin, c'est toujours pareil. On y va à reculons, parce que tout ce qui est négatif, c'est ah non, c'est pas bon, il faut surtout pas faire ça. Vous vous rendez compte des conséquences? Oui, bon, est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences de ce qu'on a fait pendant les 8 ans de croissance? Non, mais pourtant, il est temps de commencer. Donc, voilà, il y a un timing pour tout. Aujourd'hui, c'est le timing où on doit commencer à regarder un peu la merde qu'on a foutue. Et à commencer à regarder dans le rétro. Donc voilà, normalement là, c'est le moment où les taux doivent commencer sérieusement à se resserrer. Et donc un Bund à 0,36, c'est une aberration pure et simple. Mais qui est due, encore une fois, aux distorsions introduites par la BCE. Le VIX toujours au plancher, donc pas de grande nouveauté, on les laisse écrabouiller la volate tant que rien ne vient perturber la douce musique à Wall Street. Je vous rappelle que les risques qu'on a empilés depuis les dernières années sont énormes, mais qu'il ne fallait pas les regarder dans les années précédentes, il faut commencer à les regarder maintenant, et que si un seul de ces risques maintenant se présente réellement à la porte, aucun des systèmes de gestion du risque ne l'aura prévu, c'est-à-dire que toutes les gestions vont devoir ajuster ce risque en même temps, c'est-à-dire vendre une bonne partie de leur portefeuille actions puisqu'elles sont toutes surpondérées en actions. Donc autant vous dire, ce sera un crash action immédiat s'il y a un sale truc qui arrive sur le marché. Des sales trucs possibles, il y en a des dizaines et des dizaines, encore une fois, je l'ai dit, moi, parier sur les candidats, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a qui ont de toute façon un chronomètre sur leur tête. Et comme je l'ai dit, c'est le marché repo, lui il est chronométré, le jour où il va déporter les 2% de façon durable, ça va couiner à Wall Street. Le deuxième, c'est évidemment le VIX, qui est un marché complètement illiquide, on ne sait pas quoi en faire, on sait que le pricing des options n'est pas bon, mais on ne veut pas regarder avant que ça nous explose à la gueule. Donc même chose, ça c'est une bombe à retardement, c'est un système de Ponzi. Donc un système de Ponzi sur le VIX, un système de Ponzi sur les taux, un système complètement fou sur la guerre commerciale qui est de toute façon toujours présente. Donc le marché price que ça va se passer parce qu'il va y avoir des discussions et compagnie, mais encore une fois, tant que c'est pas passé, il y a le risque que ça explose. Trump il vient relancer à chaque fois avec sa grande gueule. Donc je vous dis, au bout d'un moment, le marché va quand même commencer à couiner. Pour l'instant, tout se passe bien, donc on pose pas trop de questions.
Mais la dynamique, c'est ça. Hein. Tant qu'il n'y a pas un de ces éléments extérieurs qui vient perturber le marché de façon impromptue, il n'y a pas de raison que le VIX décolle. Il va juste donc s'écrabouiller, laisser les actions monter timidement mais gentiment. C'est-à-dire, en gros... on a raté le timing de l'été à la baisse, pas de vendeurs cet été qui arrive à prendre la main, le market maker maintient la liquidité à l'achat, et tout simplement il se passe quoi? On va peut-être acheter un peu à la rentrée et très rapidement larguer ses achats. Le prochain timing de vente, s'il n'y a pas de catalyseur, c'est octobre, et donc je vous l'ai dit, il vaut mieux lâcher la bride, les laisser faire les cons pendant un mois, et ensuite on dégommera ça avec encore... Plus on monte, plus les risques deviennent sensibles. Donc plus on monte, plus le moment où ça peut tomber... énorme, où ça peut tomber, va augmenter, plus les seuils de déclenchement vont augmenter. Au bout d'un moment, de toute façon, ça déclenchera et tout tombera. Hein, c'est clair, mais c'est comme ça, et pour l'instant, on les laisse poser les cartes, ou poser les dominos les uns après les autres, même si de l'autre côté de la pile de dominos, ça a déjà commencé à tomber, ils continuent à empiler les pièces de manière aussi stupide que d'habitude, mais encore une fois, le marché peut être irrationnel très longtemps. Voilà, donc on le laisse faire sa crétinerie ambiante qui est donc de maintenir des taux bas dans une volatilité basse alors que les tensions sont clairement là sur le marché, mais il ne faut clairement pas que ça se voit, il faut que ça reste des bruits de couloir. Donc pour l'instant c'est la dominante à Wall Street et ça a marché tout l'été, on va voir si ça poursuit et que ça continue dans ce schéma-là. Moi je n'y prends pas part, encore une fois je préciser les ventes restent spéculatives, ce qui fait que ceux qui s'amusent à dire ouais Phil et les vendeurs, il a raison, il est trop fort, allez on vend, levier, c'est parti, on y met tout son compte, vous allez juste perdre votre compte. Par contre tenter des timing vendeurs, ça me semble être le bon choix. Mais il faut être conscient que là, pour l'instant, le premier n'est donc pas passé. La volatilité, tout est fait pour la vendre. Vous le voyez très bien. De toute façon, Sinewave, il vous met que des triangles vendeurs. On vend. Oh putain, là, ça y est, on achète. On vend. D'un coup, c'est un triangle bleu qui nous attend. Dès qu'on aura un triangle bleu daily, vous savez ce qui va se passer derrière. Ça va exploser dans tous les sens. Et on va en foutre partout, comme la dernière fois. Le seul marché pour le moment qui me procure des gains, et je vous l'ai dit, c'est le trade. Je dis, allez, bon, je le prends à l'arrache et on verra bien. On le verra bien. Je le prends en hedge et j'ai dit, je vends le Nasdaq et j'achète le Russell. Voilà, Nasdaq, ça a été stoppé vendredi et le Russell se fait des gains. Voilà. Donc en gros, le seul trade le plus stupide que j'ai pris, en gros, la stratégie Russell, ça a été de dire, bon, allez, comme j'ai quand même mis très fort sur tout le risque, alors, avec les achats de VIX, le machin, le bidule, je vais peut-être quand même essayer d'en prendre un qui est pas trop mal. Et je me suis dit, quand j'ai bien vu la formation de cette compression, je me suis dit, allez, ok, je prends un peu de Russell. Et voilà, lequel c'est le trade qui marche? Le Russell. T'es là, tu fais, ok, bon, d'accord. En gros, quand ta stratégie, elle est juste aussi con que de dire, bon, allez, je vais quand même acheter un peu. Et là, ça marche. Tu dis, ouais, bon, d'accord, effectivement, j'ai bien compris le paradigme du marché. C'est-à-dire, effectivement, plus tu réfléchis, plus tu as tort. Plus tu achètes, plus tu as raison. Bravo, Wall Street. Encore une fois, tout ça, ça va se payer. Mais il faut les laisser faire les cons d'abord. Donc ne jouez pas contre la tendance pour l'instant, ils ont vraiment envie d'une tendance haussière jusqu'à ce qu'on leur ait prouvé le contraire. Rassurez-vous, le jour où le contraire va arriver, ils ne le verront pas venir, donc c'est soit vous l'anticipez comme moi et vous êtes prêt à accepter de vous rater une ou quelques fois sur les timings, soit tout simplement vous attendez patiemment que ça vous tombe sur la gueule, mais j'espère que vous ne serez pas acheteur au moment où ça va arriver, parce que tout le monde pense que ça va bien se passer. Moi je pense que c'est un énorme bouleversement, comme on en a rarement vu, qui risque de nous tomber sur la tronche. Voilà, allez, FTSE, je reste à la vente aussi sur les actions, mais c'est tout. Et je m'attends là aussi, si les marchés se reprennent, à ce que le FTSE tout simplement valide son signal bullish ici. On est en squeeze, donc encore une fois, là on a squeezé, on essaie d'y aller à la baisse, mais vous voyez que ça décolle pas, donc c'est soit, bam, on envoie des grosses rouges, et là ça va devenir moche sur le FTSE, soit le FTSE va se reprendre comme les autres, et dans ce cas-là, je donnerai mes stop-loss également sur celui-là, et tout simplement, le joli timing estival n'aura rien donné du tout sur les actions, et on ira peut-être se faire une petite vague 5 un peu plus haut, à 8000 sur le FTSE, mais normalement pour moi on aurait dû s'arrêter là. Ici c'était le maxi des scénarios hebdo, normalement on ne devait pas aller plus haut que ça, donc voilà, on y va. Moi je pense que soit on va se ratatiner, mais je vous dis, maintenant il faut un catalyseur. Wall Street a bien fait comprendre, tant que tu me casses pas les jambes, tant que tu me fractureras pas les jambes, je continuerai de marcher en mode zombie. Donc c'est comme ça, mais il va falloir leur couper les jambes à Wall Street, et pour ça il va falloir un gros catalyseur, un truc qui marque vraiment les consciences. Pour l'instant ça n'arrive pas, il n'y a rien. Voilà, Trump, le risque d'impeachment, non, on s'en fout. Le risque crédit, bon, non, on s'en fout. La guerre commerciale, non, on s'en fout, on va gagner. Donc voilà, laissez-les dans ce paradigme stupide. Ils pensent que de quoi qu'il arrive, tout se passera bien et que de toute façon, on ne peut plus faire machine arrière. En fait, c'est surtout ça, le vrai paradigme. C'est de dire que quoi qu'il arrive, on a déjà fait n'importe quoi, donc c'est plus le moment de revenir et de réfléchir, c'est le moment de pousser le plus loin possible jusqu'à ce qu'on se fasse péter les tibias. Donc pour l'instant, il faut simplement attendre que ça arrive. C'est triste, hein, mais c'est comme ça.
Je vous l'ai dit, on ne lutte pas, on ne rationalise pas le marché quand il veut être irrationnel. Si vous luttez, ce sera malheureusement vous le grand perdant, alors que l'objectif ici, c'est pas d'avoir raison, c'est juste de prendre du pognon. Voilà. Allez, c'est une fois dit. Alors, les autres trades, je vais reprendre Tesla à la vente ici à 332 et des poussières, sous condition de signal vendeur en 15 minutes minimum, voire 2 heures. Ce serait bien d'avoir au moins le 2 heures avec un des deux indicateurs. C'est-à-dire, on va voir à quoi ça ressemble en 2 heures pour l'instant. Allez, donne-moi Sine Wave, s'il te plaît. Voilà, pour l'instant c'est plutôt bullish et on est suracheté. Mais donc voilà, attendre ici, j'aimerais une pattern de momentum type soit exit, ce serait chouette. Un exit de momentum serait vraiment parfait. Au moins un take profit, mais je voudrais au moins une pattern de momentum proche de ce prix et un double signal en 15 minutes pour reshorter Tesla. Apple, faut les laisser faire les cons, c'est probablement le relais qu'ils vont utiliser pour monter. Donc on les laisse faire, les imbéciles. Et voilà, comme toujours, de toute façon on vend ce qu'il faudrait acheter, on achète ce qu'il faudrait vendre. Vous avez compris la logique à Wall Street, c'est juste, si vous réfléchissez, vous avez raison, mais d'abord vous aurez tort et après on vous donnera raison. Donc encore une fois, si vous voulez réussir à prendre des gains, puisque je vous rappelle que c'est tout ce qui importe dans le marché, avoir tort ou avoir raison, on s'en bat les couilles. Moi, tout ce que je sais, c'est que avant que Wall Street me fasse sauter de General Electric, il faudra qu'ils amènent la valeur à zéro, et pour l'instant, c'est pas près d'arriver. Donc, je les emmerde, et j'attends patiemment de leur casser les tibias. Mais pour l'instant, je vais les laisser faire les couillons et courir dans tous les sens. Ah bon, d'accord. C'était quand ça? D'accord. Oh putain. Donc voilà, Musk abandonne le buyout, donc ça tombe de 5%, fait chier. Bon, il m'en reste, mais c'est con, voilà, je voulais un prix un peu plus haut. Donc voilà, Tesla, ça retombe de 5%, bon, c'est pas cataclysmique, 5%, mais bon, voilà, donc il n'y aura pas de buyout de Tesla. C'est bien, en tout cas, ça veut dire que Musk a arrêté. Voilà, donc je vous avais dit que Musk, pour moi, était beaucoup plus intelligent que Trump, et que soit il allait s'enfermer dans sa bêtise, soit il allait se rendre compte de sa bêtise. Je pense que voilà. Alors c'est pas tout ce que je lui demande, pas que ça, mais là ça prouve déjà, c'est une vraie preuve d'intelligence. Donc Tesla, je pense que les scénarios fin du mondiste que je vous avais mis en place, là, enfin pas fin du mondiste, mais les scénarios à 100$, ça me semble peu probable. Voilà. Tout simplement parce que le mec réagit, le mec est intelligent, il a prouvé qu'il n'était pas aussi con que ce que je pensais. Grand bien lui fasse, je préférais être agréablement surpris que l'inverse. Ce sera mieux pour tout le monde et surtout pour lui. Donc, je m'attends plus à ces zones de prix. Maintenant, je pense quand même qu'un Tesla qui reviendra pricer 250, voire peut-être un petit peu en dessous pour essayer de déclencher quelques stops. Mais voilà, je m'attends toujours à des baisses sur Tesla, mais pas aussi profondes que prévu. Voilà. Donc je vais remettre le scénario en place. Je pense plus qu'on soit dans ce scénario-là. Je pense qu'on est par contre dans le scénario d'un gros range là. C'est-à-dire... Voilà, je reshift. Ça, c'était le scénario où on allait complètement exploser Tesla à cause de ces conneries de buyout là, lui donner une grosse leçon. Je pense qu'il a pris la leçon et c'est vraiment très. Moi, je salue encore une fois. J'étais le premier à critiquer les bêtises qu'il a fait Musk dernièrement. Là, je salue. S'il a le courage de faire marche arrière et d'admettre les erreurs. Moi, franchement, je dis toujours, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. La bêtise, c'est justement l'opposé de tout ça. Et donc, s'il est capable de s'adapter à la bêtise qu'il a faite, ça prouve d'une que il aurait pu être plus intelligent et éviter d'aller aussi loin, mais que il a quand même un cerveau. Et s'il sait s'en servir, c'est quand même important. Donc, je dirais, voilà, zone bleue, ça me paraît intéressant pour rebuy. Donc, celle qu'on avait vue précédemment, donc une zone de 220$ me semble intéressante pour essayer de racheter du Tesla. Je reste vendeur, il n'y a pas de souci, mais je ne renforcerai pas, du coup je vais rester sur le levier qui me reste, et ça me semble pas mal pour l'instant. Donc d'attendre, puisqu'on a donc un changement. Je vous rappelle que c'était une pattern psychologique, d'accord, et que donc pour moi la psychologie là vient de changer. Musk fait machine arrière, c'est ce qu'il fallait pour montrer qu'il avait compris. Je pense qu'on y est. Donc il a poussé un peu haut, je pense encore une fois que c'est complètement survalorisé Tesla à 388. Par contre à 200, 220, ça me semble pas inintéressant pour jouer des achats. Je vous rappelle quand même que Tesla, quoi qu'il arrive, reste une grande entreprise, tout comme Apple. Alors Apple, la différence c'est qu'eux ils sont pas juste un peu survalorisés, ils sont complètement hors sol. Tesla aussi, mais attention, voilà, moi Tesla à 200$, je suis même prêt à mettre quelques bifetons là-dedans. Je ne suis pas un grand fan non plus, mais voilà, la guidance n'est pas débile non plus. Ça brûle beaucoup de cash, mais bon, entre guillemets, c'est la seule entreprise aujourd'hui qui investit Tesla. Les autres, ils sont juste en train de regarder et de dire on distribue des dividendes et on rachète nos actions. Bon, voilà, encore une fois, j'ai dit, moi,
Allez, on termine là-dessus aujourd'hui. Je vous ai dit, pour moi, les bonnes actions, celles que je paierai demain, je veux les voir réagir intelligemment aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, c'est quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va bien, c'est là où vous pouvez prendre des choix stupides. Et c'est quand tout va mal et qu'on pourra juger. C'est-à-dire que là, moi, je regarde déjà comment tout le monde va quand on leur donne le ciel bleu et la tempête de ciel bleu et les licornes. Euh, et après, je veux voir comment elles réagissent quand on les stresse. Et celles qui passent les 2 tests, elles, je leur mets un max de pognon après. J'investis, hein, donc c'est du pognon d'investissement quand on aura fait la prochaine récession. Et dans ce cas-là, je mettrai du pognon sur ces actions-là spécifiquement. Pour l'instant, c'est clair. Moi, j'ai bien 2-3 noms là qui me ressortent devant les yeux. Il y aura du Nvidia. Je pense que j'en rachèterai, mais au prochain cycle. Hein, plus maintenant, là, c'est pas intéressant. Il y aura du Nvidia, mais je trouve qu'il y a vraiment une politique là-bas intéressante. Mais d'abord, il va falloir purger un peu tous les surpricing qu'on a dans les actions, dans cette action-là. Netflix, non, ça me semble pas être un business model intéressant. Je miserai pas là-dessus au prochain cycle. Amazon, mais très clairement que oui. Je veux dire, Amazon pour moi c'est la guidance la plus folle qu'il y a. Hein, voilà. Regardez le cash qu'on donne à l'entreprise. Ils emmerdent complètement les actionnaires. Voilà, ils leur disent, écoutez, non, non, nous on ne distribue pas de dividendes et on ne le fera pas, on n'a pas envie. Voilà. Racheter les actions, non, 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 non. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est utiliser le cash pour optimiser les systèmes de fonctionnement, pas investir, optimiser. C'est très, très différent. Ce que fait Amazon, c'est qu'ils optimisent et ils gardent le cash pour faire peur aux concurrents. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se positionnent pour le prochain cycle. Mais ils ont bien compris que brûler le cash maintenant, ça ne servait à rien. Que c'est du cash, c'est des prix. Voilà. Ils savent bien qu'ils ne disposent pas réellement de ce cash, tout simplement mais parce que cette capitalisation, ils savent que c'est une part de capitalisation qui va s'effondrer et qui n'est donc pas là. Et donc on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et ça, putain, c'est d'une intelligence hallucinante. C'est pas comme Apple qui distille le pognon à plus en pouvoir en rachetant ses actions et autres conneries du genre, qui ne font qu'alimenter les bubules. Donc, Amazon, pour moi, la gestion du cash flow la plus intelligente qui puisse être faite. Tesla derrière, hein, ça me paraît intelligent. Le problème de Tesla, c'est que ça brûle beaucoup, mais ça marche pas. C'est-à-dire que c'est brûlé de façon inefficiente pour l'instant. Mais voilà, il brûle quand même du cash dans de l'investissement. C'est-à-dire, nous, on fait tout pour construire, machin. Hein, alors que c'est pas le moment, hein, encore une fois. C'est pas le bon timing pour Tesla. C'est ce petit côté hype qu'a Musk qui est un peu débile et cette bataille de quéquette avec les short sellers qui l'a un peu poussé à investir au mauvais moment. Donc voilà, en timing, c'est pas intelligent Tesla, mais bon, c'est déjà mieux d'investir dans de l'infrastructure que de racheter ses actions ou de distribuer un dividende astronomique à tes actionnaires en fin de cycle. Encore une fois, les actionnaires de fin de cycle, on s'en fout, c'est pas eux dont on a besoin du pognon, ce sont des intelligents qui achètent en début de cycle, c'est eux que vous voulez rincer et garder pendant 8 ans. Donc donner des dividendes à des crétins de particuliers qui vont les revendre dès que ça va paniquer un peu, c'est pas comme ça la psychologie qu'il faut mettre en place sur vos pricing d'actions chez Apple, mais j'ai l'impression que les conseillers financiers là-bas sont pas les plus intelligents du monde. Par contre, il y en a des probablement bien meilleurs chez Amazon. Voilà. Et General Electric, hein, voilà, c'est là pour moi nos problèmes. Ça se restructure, c'est le moment d'investir sur cette entreprise-là, même si elle, je vous dis, on n'est pas encore en fin de cycle économique, enfin, on n'est pas au début d'un cycle économique, mais elle s'est fait survendre, c'est donc un cas très particulier. Vous pouvez acheter une action hors de tout, c'est-à-dire qu'elle s'est fait dézinguer, elle se restructure, elle fait des profits et pourtant elle est vendue. Au bout d'un moment, ça va être repayé. Et en plus, ces genres d'actions, ça, qui peut très facilement survivre à des récessions, voire même être considéré comme des valeurs refuges. Donc, General Electric, pour moi, seul investissement à faire à Wall Street pour l'instant. Allez, je vous laisse, je réponds aux questions et on se dit au revoir. Alors, je les connais déjà puisque j'y ai répondu tout à l'heure. Je vais en sauter quelques-unes tout simplement pour aller à l'essentiel. Donc toi, c'est une question bien connue. On s'en fout, il n'y a pas de lien. Et le faire, c'est faire un lien un peu dangereux. Le Nvidia et les cartes graphiques, effectivement, laisse la hype, je m'en fous, hein, ça ne me dérange pas. Je suis déjà sorti sur Nvidia, je laisse monter. Je laisse la hype se faire, je laisse les imbéciles faire monter les prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand elle sera achetable à un bon prix, cette action. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Crypto-monnaie, vous me gonflez avec ça. Enfin, crypto-analyse, vous me gonflez. Laissez-moi faire ma vie. Alors oui, si lever bottom arrive, ordre limite ou attendre pour un ordre au marché, dans les deux cas, c'est comme tu veux.
Je vous ai dit de toute façon que ce qui est important, c'est pas nécessairement de chasser le meilleur prix pour pouvoir faire le combat de quéquette avec vos potes qui en ont acheté aussi pour dire qui a acheté le plus bas, qui est le plus fort. On s'en branle. Tout ce qui compte, c'est d'en avoir et de les ressortir plus cher. C'est tout ce qui importe. Donc essayez d'avoir de bons prix. Faites votre buy and hold, pas de levier. Le reste, c'est pour les imbéciles. Laissez-les faire leur combat de quéquette. Tout ce qui compte, c'est qu'on prenne du pognon. Est-il possible que les institutionnels soient en train d'acheter discrètement le BTC? C'est possible, je n'en sais rien, on ne le saura que si les résistances sont franchies. Tant que les résistances ne franchissent pas, tu ne peux pas être certain qu'elles ont acheté. Ok. J'ai une question, qu'est-ce qu'un broker market maker dealing desk? Repose-moi ta question dans une autre émission. Je t'ai répondu malheureusement dans la précédente, mais là, j'ai pas le courage de le faire 2 fois. Alors, penses-tu... Oula, pas du tout. Non, c'est tout sauf le moment d'investir dans l'immobilier. Les taux ont déjà commencé à remonter et ils vont encore plus. C'est-à-dire qu'autant il y a 6 mois, tu allais voir ton courtier en crédit, il t'aurait proposé un taux à 10 ans sans renégociation de taux, c'est-à-dire un taux fixe, hors renégociation, enfin sans renégociation, hors inflation. Et là tu aurais été le roi du pétrole parce que tu avais des taux bas et tu avais une non-renégociation du taux, sauf basé sur l'inflation. Et là, honnêtement, tu étais tranquille, quoi. Enfin, à l'époque, ils étaient tellement désespérés qu'il leur fallait du crédit qu'ils étaient prêts à te proposer des trucs pareils. C'était à ce moment-là que tu avais un crédit important. Aujourd'hui, plus personne ne te donnera un taux fixe. Tu auras peut-être un taux encore acceptable, mais il ne sera pas fixe. Ce qui fait qu'en fait, tu vas toi te projeter sur un taux à 1,80 sur 10 ans, sauf que la réalité, c'est que dans 10 ans, ton taux il aura plutôt été proche de 3,5 que de 1,80, ce qui fait que tu vas te retrouver avec une charge de dette que tu n'avais pas calculée à la base. Donc non, ce n'est pas le moment d'acheter. Il y a 2 points pour acheter dans un cycle économique sur de l'immobilier. Il y a post-récession parce que les prix ont chuté. Il faut généralement attendre un an et demi après le creux de la récession. Et les gens sont désespérés, ont besoin d'argent et ils vendent malheureusement des biens financiers à bas prix, des biens immobiliers à bas prix. Donc à ce moment-là, le catalyseur, c'est que les prix d'achat sont faibles. Il y a peu d'offres, il y a peu d'offres, mais il y a aussi peu de demandes et les prix sont bas, donc c'est le moment où c'est intéressant. En général, un an après le bottom de la récession. Donc tu peux te dire, voilà, là, attendre peut-être 2-3 ans, donc 2020-2021 pour essayer d'acheter de l'immobilier, mais dans ce cas-là, le catalyseur, c'est le bas prix, c'est les prix, mais tu auras beaucoup moins de biens qu'actuellement. Si tu veux acheter maintenant, je suis désolé, c'était il y a 6 mois quand tu pouvais avoir un taux fixe. Maintenant, si tu as de l'argent et que tu n'empruntes pas, fais-toi plaisir. Mais les prix sont ultra chers. Voilà, c'est-à-dire que tu vas acheter des prix extrêmement chers. Donc voilà, moi je vois... Si tu as de l'argent et que tu veux pas acheter, mais sans crédit, c'est pas le moment. Ou alors il faut pas acheter, il faut acheter en dehors des endroits où il y a des bulles immobilières. C'est-à-dire acheter plutôt à la campagne, pas acheter dans les grandes villes et là où ça te semble attractif. Parce que si tu achètes là, c'est les endroits où les prix vont chuter après. Je pense. Ah non, faut pas acheter à 50 km des villes. Voilà. Faut acheter du périurbain, je pense. Mais du périurbain à valeur de croissance, c'est-à-dire pas du Bouygues immobilier et des trucs comme ça. Voilà. Bon, enfin, je peux pas j'ai pas le droit de te faire un conseil en investissement. Et de 2, voilà, après, ça, t'as qu'à aller voir un professionnel. Mais non, c'est pas le bon moment. Voilà. Allez, bye bye!